Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Ah, le mois de janvier, mois des résolutions, du bilan de l'année écoulée, des projections pour l'avenir. Qui n'a jamais dressé une liste de grandes résolutions pour finalement assez rapidement les oublier? Est-ce que nos résolutions sont trop ambitieuses ou est-ce que d'autres éléments entrent en jeu? Aujourd'hui, on se penche sur la question des attentes que l'on a envers nous-mêmes, envers certains projets que l'on décide de réaliser et envers nos proches aussi. Quand on est en couple, qu'on vit avec un parent ou qu'on a un enfant atteint de maladie mentale, comment réussir à faire des projets lorsque l'on navigue souvent dans l'inconnu? Catherine, intervenante à l'association Le Pas, située à Victoriaville, a accepté de répondre à nos questions. Bonne écoute! On a parlé à plusieurs reprises dans les épisodes précédents un petit peu de l'importance de mettre nos limites, de s'écouter soi pour connaître nos propres attentes quand on accompagne un proche atteint de maladie mentale, ce sur quoi on est prêt à s'investir ou non. Aujourd'hui, on souhaite aborder un peu plus la difficulté pour les membres de l'entourage de se projeter à moyen, à long terme et même parfois à court terme quand on vit avec un proche atteint de maladie mentale. Est-ce que toi, en tant qu'intervenante, c'est une problématique que tu vois revenir régulièrement, cette difficulté de se projeter? C'est certain que c'est quelque chose qu'on voit chez la plupart des membres de l'entourage parce qu'il y a quelque chose avec la maladie qui fait en sorte que le proche se fusionne un peu avec la difficulté de son proche. Fait ils vont être très, très collés sur ce que l'autre vit et ou dans son processus de rétablissement plutôt que sur leur propre cheminement comme membre de l'entourage. Fait que ça, c'est fréquent. C'est comme si le membre de l'entourage va s'arrêter à la souffrance que son proche vit et tant que il sera pas dans un processus je veux dire, d'être bien, fonctionnel, stabilisé, tout ça, c'est comme si l'univers du membre de l'entourage va s'arrêter. Et là, on va focusser sur comment mon proche peut aller mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille mieux? Et plutôt qu'être en train de marcher à côté puis de l'accompagner. C'est comme dans les débuts, tant qu'on n'a pas assez de recul ou qu'on n'a pas une compréhension plus globale de la maladie ou de ce que ça va amener comme impact, mais là, on va comme... c'est pour ça que je dis, ils vont comme être fusionnés. C'est comme si la souffrance de l'autre devient ma souffrance. La grande question en ce moment, c'est qu'on est dans le mois de janvier, donc là, on fait des résolutions. Comment est-ce qu'on arrive à faire des résolutions réalistes, qui ont de l'allure, qui vont tenir sans se créer trop d'attentes? Mais je pense que en termes de résolution réaliste, je vais faire le penchant avec comment finalement arriver à avoir des attentes qui sont réalistes envers son proche, mais aussi envers soi-même. Puis je pense que une des clés, c'est de se mettre finalement des objectifs en regard de son propre cheminement plutôt qu'en regard du cheminement de son proche. Et comment on fait ça concrètement, de réussir à prendre du recul, en fait, de se détacher un petit peu de son proche? Mais ça, c'est une question qui est très complexe, effectivement, parce que, tu sais, en fait, il faut d'abord, dans un premier temps, arriver à s'informer puis à bien comprendre la maladie, à comprendre c'est quoi les limites de son proche, mais aussi c'est quoi ses forces et ce qui vient souvent interférer des fois dans comment comment le membre de l'entourage va se projeter, des fois c'est les valeurs ou les croyances qui ont. Si par exemple comme parent, tu te dis si je mets une limite à mon proche, mais je suis en train de l'abandonner. Déjà juste là, c'est clair que ça stoppe tout de suite
la possibilité des fois, de se faire des projets pour soi-même parce qu'on est en train de mettre l'énergie sur l'autre. Mais tout ça part de la croyance qu'on est. C'est comme l'espèce de schème de valeurs, de pensées qui ont été construits de cette façon-là. Puis il faut arriver un peu à le déconstruire. Et des fois, il y a de la confusion entre le besoin et le moyen. Il faut travailler la perception qu'on a. Je vais reprendre encore l'histoire de l'abandon. Est-ce que si je mets une limite à mon proche, par exemple, ou une limite à moi-même, est-ce que je suis forcément en train de l'abandonner? Ou est-ce que, comme proche, pour être un bon parent, est-ce que je dois tout faire? Est-ce que je dois répondre à tous les besoins? Est-ce qu'il y a moyen d'être parent autrement? Et c'est là la question, c'est là l'espèce de gymnastique de est-ce que je peux changer ma croyance ou ma valeur? Plus la croyance que la valeur, là, tu sais, la valeur elle reste là. C'est pour ça que je dis ça va peut-être être le moyen pour y répondre. Des fois, même chose, des fois, les proches vont être très, très impliqués, ils vont être présents, ils vont appeler à tous les jours, ils vont vouloir aller visiter justement leurs proches constamment, alors que est-ce que c'est grave si on passe une journée? Est-ce que je suis en train d'abandonner mon proche pour autant? Ben peut-être pas. La réponse pour certaines, oui, ça va être oui la réponse. Mais dans les faits, l'autre, ben, son proche est capable de fonctionner. Il a des forces, comme je disais tantôt, mais aussi des limites. Il faut comme arriver à départager tout ça, là. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire au présent, tout de suite, dans nos attentes, nos limites, tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à le faire aussi pour le futur? De se projeter, par exemple, oui, avec notre enfant, mais aussi avec un conjoint, un ami, de se projeter sur le moyen long terme, puis d'être capable de faire ce travail-là. Ben, je pense que des fois il faut revenir à qu'est-ce que j'ai envie globalement, et après ça de voir c'est quoi mes obstacles finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à atteindre mon objectif, et après ça le décortiquer de façon très très précise, peut-être se donner des objectifs très concret, mais vraiment à petite échelle. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, le fait de si comme membre de l'entourage, on veut être présent à tous les jours auprès de son proche, est-ce qu'on peut arriver à se dire bon, ok, ça me cause de la souffrance, c'est trop demandant. Est-ce que je peux passer une journée? Ça va de se donner des petits objectifs. Des petits objectifs comme ça. Je voulais aborder avec toi la question du deuil blanc. C'est quelque chose dont on parle surtout dans des cas de maladies comme l'Alzheimer. Ouais. C'est quand la personnalité de la personne est tellement touchée qu'elle correspond plus à ce qu'on connaissait avant. Est-ce qu'on peut aussi parler de deuil blanc avec une maladie mentale quand notre proche a tellement changé à cause des symptômes, à cause des conséquences des symptômes, de certains événements, tout ça, reliés à la maladie? Oui, je pense que oui, je pense qu'on peut parler de deuil blanc à différents niveaux. Il y a effectivement dans certaines situations où est-ce que le proche va être très, très impacté par la maladie, et ça se peut qu'elle ne corresponde plus du tout à ce que le membre de l'entourage connaissait de la personne. Dans d'autres situations, il y a toujours des deuils en fait à faire face à la maladie qui vont être à plus ou moins grande échelle. Des fois, ça va être plus un deuil en regard de peut-être l'idéal de relation qu'ils auraient voulu avoir avec leurs proches, l'idéal de peut-être moi comme parent ou comme conjoint, est-ce que ça correspond finalement à ce que je m'étais projetée. Quand je parlais des croyances tantôt, des valeurs qui sont instaurées, des fois, à un moment donné, même si, en fait, ce qu'on voulait puis ce que c'est pas toujours la réalité. Fait qu'il y a des deuils vraiment à plein de niveaux, ne serait-ce que des fois, je sais pas, d'arriver à partir en vacances, de faire une sortie
si des fois ça va pas arriver si par exemple quelqu'un, je sais pas, ton proche a un gros trouble anxieux, mais ça se peut là que tu sais qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on aurait voulu avec son proche. Même chose, tu sais, si on est dans quelqu'un qui aurait une schizophrénie, par exemple, et qui aurait beaucoup d'hallucinations, puis ça fait en sorte qu'il se recroqueville plus sur lui-même pendant une période, ben c'est là qu'il faut arriver à changer peut-être l'attente qui est là. Ouais. Tu sais, malgré la maladie, chaque proche a beaucoup de potentiel et le processus de rétablissement, c'est long. Donc, des fois, ce qu'on projetait, par exemple, je sais pas, quelqu'un aurait pu avoir de grandes aspirations au niveau des études et avait un très gros potentiel à ce niveau-là. Et là, la maladie embarque et fait en sorte que la personne n'est pas moins intelligente, n'a pas moins d'aptitude, mais ça se peut que ça soit trop gros de prendre ça tout en même temps. Fait que ça va être de réduire ces objectifs-là. Puis, comme membre de l'entourage, il faut arriver à dealer avec ce changement, avec ce changement-là. Accepter que cette situation n'est pas un échec, simplement que l'on se réalise d'une façon différente. Mais comment réussir à garder espoir, à ne pas baisser les bras lorsqu'il est parfois si difficile de faire des projets d'avenir avec son ou sa proche? Mais c'est pas évident toute la question de l'espoir. Mais en fait, souvent les membres de l'entourage ont beaucoup d'espoir. Puis c'est ça qui fait en sorte que ils vont peut-être des fois, je vais dire, s'acharner, tu sais, sur à essayer de trouver des solutions et tout ça. Mais c'est d'arriver à justement être moins en train de s'acharner sur l'autre, puis être plus en train de lui remettre son processus de rétablissement, que le proche trouve un peu sa voie. Comme membre de l'entourage, on a de l'influence, mais on n'a pas le pouvoir de sauver ou de guérir la personne. Puis c'est tout l'aspect de l'impuissance, hein, le sentiment d'impuissance, c'est difficile à vivre pour tout le monde. Hein? Peu importe c'est qui le statut, on n'aime pas être impuissant. Puis à travers la maladie mentale, ben c'est un peu ça, ce sentiment d'impuissance-là, il est très présent. Et il faut arriver à l'accepter, à être bienveillant envers soi, aussi à être indulgent. Parce que des fois, on voudrait peut-être comme membre de l'entourage être très performant, réussir, trouver la façon, ou en tout cas la voie qui va faire en sorte que le proche va être bien. Mais on n'a pas en tout cas, autant de pouvoir qu'on le souhaiterait. Le proche a c'est à lui de trouver sa voie en finalité. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Tu m'amènes sur la question du lâcher-prise, mais juste avant, j'ai une petite question par rapport à ce dont tu viens de parler. C'est quand on a des projets communs, puis que nous aussi, ça nous concerne. Je pense par exemple à un couple qui avait comme projet l'achat d'une maison. Mais là, le ou la conjointe vit beaucoup d'instabilité, puis il y a financièrement... Il y a la question financière aussi qui revient souvent, là, il y a beaucoup d'argent qui passe dans les enjeux de maladie mentale, etc. Donc, ça doit annuler. Quand c'est des projets qui nous concernent, nous aussi, comment est-ce qu'on fait pour, nous aussi, abandonner? Tu sais, on peut pas juste leur mettre le plan de rétablissement à eux, ça les concerne pas uniquement eux. Comment on vit avec ça? Mais c'est ça, tu sais, ça dépend encore une fois d'une personne à l'autre, tu sais, dans le sens que des fois, comme surtout dans un couple, hein, des fois il y en a un justement, le membre de l'entourage qui est pas malade va peut-être en prendre davantage sur ses épaules, puis ça se peut que ça soit correct un certain temps, ça se peut que ça soit correct pour certaines personnes, hein, ça dépend toujours de la situation, mais des fois, ça va être de dire, bon, est-ce qu'on peut être satisfait d'une façon qui est différente que l'achat de la grosse maison? Est-ce que ça peut être une plus petite maison? Est-ce qu'on peut s'épanouir malgré tout dans un appartement? Est-ce qu'on peut construire un autre type
de projet. Fait que c'est sûr que des fois, faire ce deuil-là de son projet, parce que c'est pas juste, tu sais, ça se peut que le proche ait un différent deuil à faire, mais comme dans l'entourage aussi, ça va arriver inévitablement, mais c'est toujours une question de faut travailler à dire bon, mais qu'est-ce que j'ai envie en finalité? Est-ce que c'est le projet de maison qui est si important ou c'est d'être en santé, en sécurité, de pouvoir s'épanouir d'une façon différente? Quand je disais des fois, c'est de changer le moyen. Hein, on a un besoin, ben il va falloir trouver une autre façon d'y répondre, mais c'est pas évident hein, parce que c'est des déceptions des fois de part et d'autre. Mais après ça, de dire ben ok, si c'est toute une question de est-ce que j'accepte cette situation-là ou pas, ou ça me convient pas. Là. Après, des fois, si à un moment donné on se dit ça me convient pas, ben on a peut-être des choix à faire. Je trouve ça particulièrement intéressant, ce travail de réflexion que Catherine encourage à faire, qui nous permet de vraiment prendre conscience de nos besoins et nos valeurs personnelles. Elle m'explique que la capacité d'adaptation est une grande force des membres de l'entourage, qui vivent souvent plusieurs épreuves dans leur parcours. Cependant, cette capacité d'adaptation a ses limites. Il faut s'écouter pour éviter l'épuisement. Et est-ce que c'est quand même normal d'être fâché, d'être en colère, de vivre de la frustration contre notre proche, contre la situation, quand ça se passe, quand des projets doivent être annulés, qu'on peut pas se projeter, tout ça? Mm-hmm. Ben, je pense que oui. C'est une émotion qui est normale. Hein. Finalement, c'est la colère. Tu sais, la colère, elle sert à quelque chose. Elle sert à dire, il y a quelque chose qui me convient pas, je repousse quelque chose, mais après ça, qu'est-ce que j'en fais? Et ça revient la déception, quand je dis par rapport aux attentes, si la déception est aussi présente, c'est que l'attente est peut-être pas réaliste. Puis ça revient encore à faire le travail de comment mon attente peut devenir plus réaliste. Fait que la colère, c'est inévitable. Puis je pense que les gens, parfois, ont pas envie de le nommer, ça, qu'ils sont en colère. C'est pas une émotion qui est facilement accueillie hein, dans la société. C'est comme si c'était négatif, mais il n'y a pas aucune émotion qui est négative. Hein. Chaque émotion est là pour nous envoyer un message. Après ça, est-ce qu'on écoute le message ou je me bats contre l'émotion? On est peut-être mieux de se mettre dans une optique de je vais accueillir cette colère-là, puis je vais essayer de comprendre, ben dans le fond, à quel niveau je suis pas satisfaite dans la situation et essayer de changer ça. Sinon, on va être constamment en lutte contre cette émotion-là, puis elle partira pas. Plus on met de pression, même si on laisse le couvercle, à un moment donné, ça va exploser. Fait qu'il faut l'ouvrir, il faut la regarder, cette colère-là. Pour être plus apaisé par la suite. Trouver, justement, c'est ça, des solutions qui vont faire en sorte que la colère va diminuer. Et pour revenir un petit peu sur le lâcher-prise, tu avais commencé à aborder la question. C'est quelque chose dont on parle quand même de plus en plus dans la société, le lâcher-prise. Ouais. Mais concrètement, comment est-ce qu'on le met en place dans nos vies? C'est facile à dire, hein, mais... c'est pas simple, lâcher-prise. Encore une fois, c'est un processus à long terme. Le lâcher-prise, c'est directement relié à l'acceptation. Hein. Mais l'acceptation de quoi? L'acceptation de nos limites, des limites des autres, l'acceptation, accepter en fait de vivre de l'insatisfaction, de vivre de l'impuissance, d'accepter des deuils, d'accepter le changement. C'est toutes les formes d'acceptation finalement. Le lâcher-prise, il faut arriver à se ramener dans le ici et maintenant justement, plutôt que sinon on s'accroche au futur, on s'accroche au passé et là on lutte ensemble, mais en ce sens-là, c'est pour préserver ou maintenir, alors que si on arrive à se ramener dans le ici et maintenant, ben qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que tu sais, l'enjeu est peut-être c'est peut-être un vieil enjeu. Hein. Ça revient un peu à nos croyances puis nos valeurs que je redisais
tout à l'heure, ben si on n'accepte pas de les revoir, ben on va peut-être être insatisfait de façon éternelle un petit peu. Alors, dans ce mois des résolutions, il pourrait être intéressant de regarder le moment présent, de ressentir nos émotions, de mettre peut-être le doigt sur ce qui cause notre souffrance ou notre déception par rapport à des attentes que l'on a. En regardant ça, on peut se donner un objectif réaliste, en se disant que c'est possible d'y arriver. Peut-être pas aussi rapidement que ce que l'on souhaitait au départ, peut-être pas exactement de la façon qu'on le souhaitait non plus, mais accepter que ça va prendre du temps, un pas à la fois. Dans son métier d'intervenante, Catherine est amenée à rencontrer de nombreux membres de l'entourage. Qu'est-ce qui fait qu'au fil des rencontres, ceux-ci arrivent à lâcher prise et changer leur regard sur l'avenir? À partir du moment où est-ce que on parle ouvertement de la maladie, qu'on parle ouvertement de la santé mentale, qu'on a davantage de connaissances, ben là, il y a des peurs qui tombent. Hein? Il y a des peurs qui se déconstruisent et le proche, en fait, plutôt le membre de l'entourage va être plus à même de se positionner différemment. Parce que quand on sait pas, quand on a constamment peur, je sais pas, que la personne, dès qu'on pense, se désorganise ou qu'elle fasse des actions qu'elle pourrait regretter, qu'elle se retrouve à la rue, qu'elle se fasse hospitaliser, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qui fait en sorte que la personne se désorganise, ben là, c'est les scénarios qui partent. Fait qu'à partir du moment où déjà on fait le travail de mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, ben là, le membre de l'entourage peut se positionner différemment, puis qu'il y ait certaines craintes qui soient baissées. Puis ce qui est très, très bénéfique aussi, c'est quand les membres de l'entourage rencontrent d'autres membres de l'entourage. Et là, ils peuvent s'entraider entre eux. Dans les groupes de soutien, on voit une belle évolution là, des personnes quand ils sont en contact, puis qui échangent justement sur OK, tu vis une réalité qui est en tout cas qui est similaire à la mienne. Voici ce qui m'aide. Toi, qu'est-ce qui t'aide? Comment on peut aller plus loin avec ça? Puis c'est au fur et à mesure c'est comme qu'on rajoute des morceaux de casse-tête que là, le processus de lâcher prise embarque et qu'on remet de plus en plus le processus de rétablissement entre les mains de son proche. Pour les membres de l'entourage, Catherine m'explique qu'il y a quelque chose qui est essentiel. C'est la confiance. Faire confiance à son ou sa proche, mais aussi de croire au potentiel rétablissement qui est en lui ou elle. Si on croit qu'il y a un potentiel de bon fonctionnement, de faire ses propres choix, de trouver des ressources autour de lui ou elle, c'est plus facile de lâcher prise. Des fois, ça arrive, surtout quand les parents, par exemple, ils seraient dû pour avoir des vacances pour partir de la ville où est-ce qu'ils habitent et ils vont s'empêcher par moment de quitter parce que tout d'un coup qu'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer si je suis pas là. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent de s'empêcher, en fait, finalement, de prendre soin de soi parce que tout d'un coup que l'autre a besoin de moi. Mais il y a d'autres ressources autour. Souvent, le membre de l'entourage va se mettre beaucoup de pression pour répondre à tous les besoins. Mais si on est constamment en train de répondre à tous les besoins de son proche, mais le proche développe pas ses propres mécanismes, puis elle a besoin, cette personne-là, de développer ses propres mécanismes. Mais des fois, c'est plus rassurant pour soi, comme membre de l'entourage, de rester là. Puis ça vient baisser notre propre anxiété puis notre propre peur. Hein? Finalement, on veut, plus on a l'impression qu'on a du contrôle sur la situation, ou plutôt du pouvoir sur la situation, mais là, on vient comme diminuer cette anxiété-là, alors que dans les faits, le proche, il peut s'organiser, il va trouver des ressources. Trouver des ressources. On n'est pas obligé d'essayer de se projeter à long terme. Ben oui, ça peut être intéressant, mais des fois, quand c'est difficile d'être bien dans le présent, on est peut-être mieux de focusser sur ce qui se passe dans ici puis maintenant, puis à un moment donné, quand on aura la tête
davantage sortis de l'eau, ben là, ça va être plus facile de se projeter. Tandis que peut-être aussi dans certaines autres situations, ça peut être aidant aussi de se faire un projet à long terme pour les gens. Puis là, ça dépend d'une personne à l'autre, encore une fois. Là. Oui, puis c'est quelque chose qui peut évoluer, j'imagine, dans le temps. Là, actuellement, on peut pas se projeter forcément, mais peut-être que dans 5 ans, on aura, comme tu dis, récupéré une certaine stabilité qui nous permettra de se projeter. Oui, c'est ça. Il faut comme arriver à vraiment pas être en train de marcher dans les mêmes souliers que son proche. Il faut comme marcher à côté. Puis c'est tout ce processus-là qui peut être long à faire. Cette difficulté, pour certains membres de l'entourage de personnes vivant avec une maladie mentale, de se projeter, est bien réelle. La pression qui peut être ressentie en début d'année est particulièrement forte, et certains le ressentent toute l'année. Aujourd'hui, nous avons abordé quelques pistes permettant de lâcher prise, de comment déconstruire nos croyances, distinguer nos besoins et nos moyens, accepter notre impuissance ou encore remettre le plan de rétablissement dans les mains de notre proche. Bien que cela soit un processus parfois long et semé d'embûches, il est clair que les attentes qui émergeront seront plus réalistes et surtout en concordance avec nous-mêmes. Vous venez d'écouter le 7e épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Catherine pour sa générosité, ses pistes de réflexion et ses outils partagés, sans filtre, sans tabou. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites web, aidersansfiltre.com et réseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.